Avoir des enfants n'est pas une promenade de santé. Mais si vous pensiez que votre enfance n'était pas parfaite, attendez de voir ce qui se passe dans le règne animal. Des mères encourageant la violence entre frères et sœurs, aux tactiques d'abandon sournoises, et même aux mamans affamées, qui mangent leur propre progéniture pour le déjeuner. Voici quelques-uns des pires animaux parents du monde. Les coucous. Les coucous font partie des mères les plus horribles de tout le règne animal. Pour ces oiseaux, le stress d'être parent est juste trop lourd à assumer. Alors pour éviter tous ces tracas, ils abandonnent leurs enfants avant même qu'ils soient nés. Lorsqu'elle est prête à pondre, une femelle coucou se précipite dans le nid sans surveillance d'une espèce plus petite. Elle avale ensuite un des œufs qui y ont été pondus et pond un des siens à sa place. Ce comportement s'appelle parasitisme de couvain. Et c'est une tactique très sournoise, en laissant son propre œuf dans un autre nid d'oiseaux. La mère coucou transfère la responsabilité d'élever ses petits à une autre mère innocente et se libère pour reprendre sa vie d'oiseau célibataire sexy. Malheureusement pour ses victimes, le poussin coucou n'est pas non plus un bon ajout au nid. En fait, ce poussin imposteur éclot souvent plus tôt et grandit plus vite que la véritable couvée de l'autre oiseau, forçant les plus petits poussins à sortir du nid où ils meurent. Parfois, les oiseaux cibles se révoltent. Les parents du nid peuvent harceler la maman coucou pour l'empêcher de déposer son œuf. Ils peuvent même pousser les œufs de coucou avant qu'ils éclosent ou abandonner le nid. Mais le plus souvent, la maman coucou s'en tire avec son plan diabolique sans être détectée, laissant sa victime avec une autre bouche à nourrir. La nature est vraiment hardcore parfois. Les nécrophores. Pour de si petites créatures, les nécrophores ont des tactiques redoutables. Fidèles à leur nom, ces insectes noirs et oranges en voie de disparition enterrent les carcasses de petits vertébrés tels que des oiseaux et souris, comme source de nourriture pour leurs larves. Une fois que les larves éclosent dans leur nouvelle maison charnue, maman régurgite la viande prédigérée pour nourrir ses enfants. Mais petit problème, il y a rarement assez de viande pour tout le monde. Quand ils ont faim, les larves de nécrophores cherchent de la nourriture en touchant la bouche de leurs parents avec leurs pattes. Mais il y a une règle cruciale dont on doit tous se souvenir. Harcelez trop maman et vous payez le prix ultime. Les nécrophores punissent parfois les jeunes qui cherchent de la nourriture en mangeant ce qui les ennuie le plus. Selon les recherches de l'Université d'Édimbourg, ce comportement parental impitoyable encourage les larves à plaider plus honnêtement selon leur faim, plutôt que d'essayer de surpasser leurs frères et sœurs. La menace d'être mangé permet aussi à la mère scarabée de garder un certain contrôle pour nourrir sa progéniture qui se chamaille. Rien d'étonnant. Comme d'autres mammifères et oiseaux, les nécrophores semblent favoriser leurs petits les plus âgés, car ils sont plus susceptibles de grandir et de survivre. Donc, si vous êtes un bébé nécrophore, mieux vaut pas harceler maman à moins que vous ayez vraiment faim. Moi perso, j'adore être harcelé. Quelle est la meilleure façon de me harceler? En appuyant sur ces boutons like et s'abonner. Vous n'obtiendrez pas une collation savoureuse en retour, mais une multitude de contenus fous. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Les requins. Les requins ont souvent la mauvaise réputation de n'être que des tueurs psychopathes et assoiffés de sang, et les habitudes parentales ne réfutent pas ça. En fait, les mamans requins sont notoirement mauvaises en tant que parents avant même d'accoucher. Vous voyez, certains requins donnent naissance à leurs petits dans des placentas, un peu comme les mammifères. Mais d'autres ont des bébés vivant sans organes pour se nourrir. Alors, comment obtiennent-ils leurs nutriments? Je vous entends demander. En mangeant leurs propres frères et sœurs, bien sûr. Ces petits requins commencent leur vie en se réveillant dans une minuscule grotte d'un noir absolu, peuplée de leurs frères et sœurs. Mais ils ne savent pas que cet utérus, c'est en fait Hunger Games. 2 utérus peuvent produire jusqu'à 20 œufs. Et chacun éclorera et vivra paisiblement à l'intérieur de sa mère, jusqu'à ce qu'ils aient des mâchoires acérées et sentent leur petit ventre gronder.
Sur les 20 bébés requins qui éclosent, un seul de chaque utérus survivra. Ce qui explique sûrement pourquoi les requins adultes se croient si forts. Dur d'imaginer ce que ça ferait d'avoir 20 paires de mâchoires frénétiques qui se battent dans votre ventre. Mais ça doit pas être agréable. Bien sûr, les mamans requins ne fument pas et ne boivent pas pendant la grossesse. Mais il faut reconnaître qu'elles ont du cran. Un match à mort dans leur propre ventre. Les diables de Tasmanie. Votre idée des diables de Tasmanie a dû être influencée par le dessin animé Looney Tunes. Mais ces marsupiaux carnivores sont encore plus hardcore dans la vraie vie. Déjà, ils ont la morsure de mammifère la plus forte au monde. Mais il y a aussi la question de savoir comment ils élèvent leurs enfants. Pour les préparer à leur vie des créatures la plus redoutable de la Terre, la première chose qu'ils font en ouvrant les yeux est un match à mort de style Thunderdome, dans lequel moins d'1 sur 10 survit. Vous voyez, maman diable de Tasmanie donnera naissance à jusqu'à 50 petits bébés appelés Joeys à la fois. Mais il y a un gros problème. Elle n'a que 4 tétines pour tout le monde. Et les diables de Tasmanie ne sont pas du genre à partager. Les règles sont donc simples. Celui qui arrive en premier au bus d'alimentation de maman et s'accroche bien gagne. Seuls les plus forts survivent. Et les 46 petits restants meurent de faim. Il semble qu'il n'y ait aucune raison logique pour que ça se produise. Mère Nature permet aux diables de Tasmanie de donner naissance à 50 petits. Puis 92% d'entre eux meurent immédiatement dans le seul but de leur apprendre que le partage est pour les perdants. Les phoques du Groenland. Les bébés phoques du Groenland sont vraiment mignons. Et vous serez ravis d'apprendre que les mamans phoques du Groenland aiment ces petits bébés duveteux tout autant que vous. Juste pour un total de 12 jours. Pendant cette période, les mamans phoques du Groenland nourrissent leurs bébés sans arrêt et ne font même pas de pause pour se remplir le ventre. Comme ils naissent sans graisse, le lait de leur mère est à 50% de matière grasse, ce qui permet au nouveau-né de 9 kg de gagner 2 kg par jour. Mais une fois que cette période d'alimentation intense s'arrête, le lien mère-enfant s'arrête aussi. Après 12 jours, la femelle phoque du Groenland, émaciée, décide qu'il est temps d'aller faire un tour. Mais contrairement à d'autres espèces avec des périodes de sevrage aussi abruptes, les bébés phoques du Groenland ne sont pas assez préparés pour vivre seuls. Ils restent sur la glace pendant 1 mois et demi sans aucune nourriture ni protection. Et ils perdent la moitié de leur poids corporel, sans aucune ressource pour le reconstituer. Vers l'âge de 8 semaines, ils savent nager et sont prêts à commencer à chasser. Mais en attendant que ce jour vienne, ils doivent endurer une période dangereuse de famine potentielle. Chassés par des prédateurs ou noyades. Rien de surprenant au fait qu'au moins 30% de tous les bébés phoques du Groenland meurent au cours de leur première année de vie. Ouf, ça devient intense. Si vous deviez être élevé par un de ces parents atroces, vous choisiriez lequel? Dites-le moi dans les commentaires. Et accrochez-vous, car il y a pire. Les fourmis Dracula. Le mot Dracula à lui seul devrait suffire à vous mettre en alerte. Mais rien ne peut vous préparer au sort de la jeune fourmi Dracula. Si ces minuscules insectes ont les mâchoires animales les plus rapides de toute la nature. Il manque ironiquement de la capacité à mâcher des aliments solides. Les fourmis ouvrières de la colonie dépendent plutôt d'une autre source pour leur alimentation, leurs propres larves. Pour se rassasier, elles récoltent les larves les plus grasses et boivent leur sang, qu'ils régurgitent plus tard pour la reine. Ce comportement sanguinaire s'appelle alimentation larvaire en hémolymphe. Tout ça semble assez dur, mais vous serez surpris d'apprendre que ça pourrait en fait être bien pire. Vous voyez, cette forme de cannibalisme est classée comme non destructrice, ce qui signifie que même si les larves sont partiellement mangées, elles survivent jusqu'à l'âge adulte. Certaines personnes disent avoir souffert dans leur enfance.
Mais dans le cas de la fourmi Dracula, aucun doute que leur enfance laisse des cicatrices. Le crabe rouge de l'île Christmas. Chaque année, entre octobre et décembre, 50 millions de crabes rouges de l'île Christmas migrent de leur maison dans la jungle vers la côte pour pondre leurs œufs dans la mer. Après l'accouplement, les femelles pondent environ 100 000 œufs. Chacune. Elles peuvent pondre des œufs qu'une fois par mois avec les marées et une phase spéciale de la lune. Avec de telles conditions requises pour leur naissance, vous penseriez que les bébés seraient totalement sacrés ou quelque chose du genre. Mais pas du tout. Les bébés crabes nouvellement pondus dérivent en mer pendant le premier mois de leur vie. Et s'ils ont de la chance, les courants les ramènent sur l'île. Mais si certains des crabes décident de migrer tardivement en visant la même marée un mois plus tard, une situation étrange peut se produire. Les crabes femelles enceintes qui descendent sur la côte peuvent rencontrer un tapis rouge vivant qui revient de l'eau et retourne dans la jungle. Vous pouvez vous dire que les femelles enceintes s'arrêtent et utilisent leur instinct maternel pour aider les bébés nouvellement éclos à rentrer chez eux en toute sécurité. Mais à la place, voilà ce qui se passe. Oui, cette maman crabe fait éclater de minuscules bébés dans sa bouche comme du pop-corn. Les futurs crabes s'arrêtent et se régalent de bébés nouvellement éclos si elles ont un petit creux. Pire encore, les mères sont également connues pour manger leurs propres petits. Une étude menée en 2007 a même révélé qu'il n'y avait peu de différence entre les crabes qui n'avaient pas porté d'œufs, classés comme crabes non ovigères, et les ovigères, qui avaient récemment eu des œufs en matière de cannibalisme. Vraiment dur la vie de crabe. Les hamsters. Si vous pensiez que ces animaux de compagnie étaient juste des petites boules de poils innocentes, détrompez-vous. Regardez votre hamster femelle dorloter une portée de mignons petits bébés roses peut être un moment adorable. Mais ne soyez pas surpris si vous remarquez un jour que certains, voire tous les bébés, ont disparu. Où sont-ils passés? Eh bien, dans l'estomac de maman hamster. Et on ne parle pas de grossesse inversée, car elle les mange littéralement. C'est une pensée horrible, mais les hamsters sont assez connus pour ingérer leurs propres petits. Les opinions sont partagées sur ce qui pourrait les motiver à commettre un crime aussi odieux. Certains pensent que c'est parce que les mères hamsters souffrent de malnutrition après l'accouchement et ont besoin de nutriments. D'autres pensent que les bébés sont mangés pour que maman n'ait pas à s'occuper d'un si grand nombre d'enfants, étant donné que chaque portée peut contenir jusqu'à 20 petits. De manière générale, si un hamster est submergé par le stress et estime que s'occuper de ses petits est trop dur, il peut choisir la solution de facilité et les manger. Un choix drastique. Mais qui sait ce qui se passe à l'intérieur de ces minuscules cerveaux? Si vous avez un hamster et qu'elle tombe enceinte, essayez de lui apporter un environnement calme et sans stress. Assurez-vous qu'elle a assez de nourriture pour qu'elle ne commence pas à lorgner sur ses propres enfants. Les koalas. Je vais sûrement anéantir l'idée adorable que vous avez des koalas. Un nouveau-né koala, appelé Joey, ressemble à un petit bonbon rose. Il est totalement glabre, aveugle, et n'a pas d'oreilles et mesure pas plus de 2 cm de long. S'appuyant sur son odorat sans toucher et ses membres antérieurs puissants, il se ferait un chemin sans aide du canal de naissance à la poche où il s'attache à la tétine de sa mère. Il y reste 6 à 7 mois jusqu'à ce qu'il développe des oreilles et de la fourrure et ouvre les yeux. Mais à partir de 22 semaines environ, les bébés koalas échangent le lait contre un nouvel aliment. Le pape. Qu'est-ce que c'est le pape, demandez-vous? Eh bien, c'est du caca, et pas n'importe quel caca. Des crottes spéciales, crémeuses et extra humides. Ce caca spécialisé permet à la mère de transmettre à son bébé les micro-organismes de son propre système digestif, essentiels à la digestion des feuilles d'eucalyptus, qui deviendront leur principale source d'alimentation. Au début, le bébé se penche de la poche sur l'abdomen de la mère pour se nourrir de la bouillie.
puis émerge pour s'allonger sur le ventre de la mère et se nourrir en grandissant. Une fois qu'il est assez vieux pour monter sur son dos, il peut manger ses propres feuilles. J'imagine que ça devient fatigant de se voir servir le même vieux caca au déjeuner tous les jours. Les aigles noirs. Toute mère ayant plus d'un enfant sait à quel point ça peut être épuisant lorsque les frères et les sœurs se chamaillent constamment. Parfois, mieux vaut les laisser s'épuiser, mais la plupart des mamans savent quand il est temps d'intervenir. Sauf si vous êtes un aigle noir. Ces magnifiques oiseaux de proie planent au-dessus des forêts des régions vallonnées de l'Asie du Sud-Est tropicale et subtropicale et du Sud-Est de la Chine. Et ils préfèrent rester loin des disputes. En fait, si une bagarre éclate dans le nid entre deux poussins, maman s'assoira généralement et regardera la bataille. Habituellement, le combat à plumes ne se termine que lorsque le poussin plus fort et plus âgé finit par tuer le plus jeune. Le moins que l'on puisse attendre dans cette situation est que maman aigle gronde son enfant pour avoir assassiné son jeune frère. Mais non, souvent, ils mangeront ensemble les restes du jeune tué en guise de célébration. Bon, bien sûr, je suis pour enseigner aux enfants des leçons de vie importantes, mais il y a sûrement une meilleure façon d'apprendre l'idée de survie du plus fort. Les hippopotames. Si les hippopotames sont des créatures redoutables, ce sont en fait des parents assez bons. La plupart du temps, les hippopotames femelles donnent naissance une fois tous les 2 ans, souvent à un seul bébé. Sans surprise, les hippopotames mères sont assez protectrices envers leur progéniture. Même si un hippo peut nager tout de suite et peser de 25 à 55 kg, soit le poids d'un grand chien adulte. Peu de temps après la naissance, la mère et son bébé se joindront à d'autres femelles pour se protéger des prédateurs comme les crocodiles, lions et hyènes. Mais parfois, la vraie menace est parmi nous. C'est choquant, mais il y a plusieurs cas de mâles dominants attaquant et tuant de jeunes hippopotames mâles, qu'ils considèrent comme une menace. Cette photo a coupé le souffle, prise par le photographe animalier Adrian Hirschi en 2019. Montre le moment où un adulte agressif saisit un nouveau-né dans ses mâchoires broyantes. Parfois, plusieurs membres du groupe se liguent contre un bébé, tandis que la mère ne peut que regarder la scène d'horreur. Jusqu'à présent, les recherches sur les raisons pour lesquelles les hippopotames se retournent contre leurs propres petits sont limitées. Car ces créatures agressives sont difficiles à étudier de près. Certains pensent que les hippopotames mâles sont très conscients de la surpopulation et de la pression exercée sur le troupeau à chaque saison sèche, quand la quantité d'eau diminue. Il s'avère que le dicton « une bouche de moins à nourrir » est pris très au sérieux par ces mammifères semi-aquatiques. Les chevaux. Les juments ont une période de gestation d'au moins 340 jours. Ce qui, pour quiconque a déjà été enceinte, semble être extrêmement long. Vous pourriez vous attendre à ce qu'une jument puisse se reposer jusqu'à ce que son précieux bébé arrive enfin. Mais c'est pas du tout le cas. Dès qu'une jument tombe enceinte, elle s'en va et s'engage immédiatement dans des activités avec tous les étalons du groupe. Alors ok, je sais que cela n'a pas beaucoup de sens d'un point de vue évolutif. Après tout, elle est déjà enceinte. Mais ces juments fringrantes ont en réalité une arrière-pensée. Vous voyez, les chevaux mâles sont des animaux notoirement fiers. Ils détestent la compétition. Donc, s'ils tombent sur un poulain qui n'est pas le leur, ils le mettent souvent à mort. Mais ils ne tuent pas leur propre enfant. Ce ne sont pas des monstres après tout. Donc, l'objectif de la jument est de s'accoupler avec chaque étalon du groupe pour qu'il lui devienne impossible de déterminer si un poulain est le sien ou non. Mais ces mamans malines ont aussi un plan de secours si elles ne peuvent pas cocher chaque mâle sur leur liste de choses à faire. Elles interrompront leur propre grossesse. Les scientifiques savent pas exactement comment ça se produit.
Mais on pense que c'est le résultat d'un processus chimique naturel au sein de la jument, si elle sent que le poulain serait en danger à cause de mâles agressifs. Ah, ça vous fera réfléchir la prochaine fois que vous passez devant un champ de chevaux tranquille. Les fourmis rouges. Si vous pensiez que les fourmis Dracula ont une enfance difficile, attendez de voir les fourmis de feu. En fait, les fourmis de feu ont de la chance si elles atteignent l'âge adulte. Enfin, si elles s'en aiment mal. Le genre est un sujet brûlant parmi cette colonie de fourmis. Les fourmis femelles font tout le travail, y compris la chasse, recherche de nourriture et soins à leurs petits. Et les fourmis mâles ne font que manger, s'accoupler et faire caca. Ça vous rappelle quelqu'un? La seule raison pour laquelle les femmes les gardent est parce qu'elles ne peuvent pas se reproduire sans eux. Mais ça pose un problème. Avoir trop de mâles est un gaspillage de ressources. Pour essayer de garder le contrôle, les fourmis ouvrières n'hésiteront pas à tuer tous les mâles qu'elles rencontrent. Et c'est pas juste aléatoire. Les fourmis ouvrières femelles se lancent souvent dans un abattage systématique de tous les mâles au stade larvaire. Mais l'espèce mourrait inévitablement sans aucun mâle autour. Donc pour tenter de maintenir un bon équilibre, la reine va submerger la colonie d'œufs mâles, tandis que les ouvrières se livrent à leur génocide meurtrier. Finalement, les femelles se fatiguent et quelques mâles chanceux parviennent à l'âge adulte. Peut-être que ces fourmis féministes ultra-radicales vont un peu trop loin. Les pandas géants. Vous avez déjà eu l'impression que vos parents chouchoutent plus votre frère ou sœur? Eh bien, considérez-vous chanceux de ne pas être né panda géant. Ces créatures décontractées sont adorables, mais elles font aussi partie des pires parents du règne animal. À la naissance, les petits pandas sont plutôt impuissants. Ils sont aveugles, glabres, pèsent entre 85 et 150 grammes et mesurent environ 1 sur 9 centièmes de la taille de leur mère. Les mamans pandas sont souvent des jumeaux. Mais il y a un petit problème. Elles s'occupent souvent jamais de plus d'un petit. La mère choisit le plus faible des deux et l'ignore en faveur du plus fort. Bien sûr, sans l'amour et la protection de sa mère, le petit le plus faible meurt presque certainement. Il y a plusieurs raisons possibles pour lesquelles les pandas adoptent le proverbe « survie du plus fort ». Tout d'abord, leur alimentation. Étant donné que le bambou est notoirement pauvre en nutriments, il est quasi impossible pour une mère de produire assez de lait pour nourrir deux petits. De plus, les mamans pandas doivent garder leur bébé serré contre leur corps pour maintenir leur chaleur corporelle et doivent le tenir près de leur sein pour téter. Comme elle doit tout faire pour son bébé, elle n'a pas les ressources pour partager cette attention. Elle prend donc la décision difficile d'abandonner un petit pour augmenter les chances de survie de l'autre. Heureusement, les petits abandonnés dans les zoos sont toujours pris en charge, car les gardiens de zoos n'ont pas à s'inquiéter de la production de lait limitée. On dirait que le favoritisme est le point fort du panda géant. Les dragons de Komodo. Les dragons de Komodo peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres de long et peser plus de 130 kg, ce qui en fait les lézards les plus lourds de la planète. Quand une femelle est prête à s'accoupler, elle dégage une odeur dans ses excréments pour que les mâles la suivent. Une fois qu'un mâle a localisé la femelle, il lui gratte le dos et lèche son corps. Si elle le lèche en retour, il s'accouple. Les femelles pondent environ 30 œufs, qu'elles enfouissent dans la terre jusqu'à leur éclosion 8 mois plus tard. Pendant que les œufs incubent, la femelle peut se poser sur le nid pour le protéger. Mais il n'existe absolument aucune preuve de soins parentaux apportés aux komodos nouvellement éclos. Les nouveau-nés sont très vulnérables pendant les premiers stades de leur vie. Après leur naissance, les bébés doivent grimper à l'arbre le plus proche pour se protéger. Seuls les plus forts y parviennent. Et les plus faibles sont souvent victimes de prédateurs, y compris d'autres dragons de Komodo adultes. Comme les dragons de Komodo ont des chromosomes sexuels mâles et femelles. Les femelles peuvent se reproduire de manière asexuée grâce à la parthénogénèse. Mais ce procédé a un inconvénient. Il ne produit que des fils. Et comme c'est pas leur méthode de reproduction préférée.
s'il n'y a pas de mâle reproducteur autour quand elle est en chaleur. Elle s'accouplera parfois avec ses propres enfants. Ces gros lézards doivent avoir de sacrés traumatismes. Alors, si vous deviez vous réincarner en l'un de ces animaux, lequel choisiriez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.